Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture puisque je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus. Au programme, on va avoir de la fantasy, du roman historique, de la musique et même de la science-fiction dans l'espace. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec Une braise sous la cendre de Saba Tahir, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est peut-être l'un de ces romans fantasy que je n'ai plus à vous présenter parce que c'est vrai que quand il est sorti, ça a fait pas mal de bruit, on en a parlé un petit peu partout. Moi, j'ai préféré que tout ça se calme et le lire de mon côté pour en faire mon avis. C'est vrai que je regrette un peu de ne pas l'avoir lu avant, mais je suis contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Dans ce roman, on se retrouve dans un univers dystopique où on est dans un pays aride, à la fois fait de désert, de dunes de sable, et pendant longtemps, deux camps se sont opposés, les Martiaux et les Iridis. Et il se trouve que finalement, ce sont les Martiaux qui ont pris le pouvoir et qui font depuis régner la terreur, c'est-à-dire qu'il suffit de faire un petit pas de travers pour que les Masques, qui sont ces guerriers surentraînés par l'impératrice des Martiaux, viennent zigouiller tout le monde. Layla est la jeune héroïne de notre histoire, c'est une érudite, elle vit avec ses grands-parents et son grand frère, et tout se passe à peu près bien, jusqu'à un événement qui va la pousser à se rallier à la résistance pour sauver son frère. Sauf que une fois arrivée là-bas, tout va pas se passer comme prévu, et les résistants vont plus lui dire quelque chose du genre t'es bien gentille ma petite, mais bon pour qu'on puisse sauver ton frère, va falloir en payer le prix. Et donc sans trop se poser de questions, elle va se retrouver à Blackcliff, qui est un petit peu cette immense forteresse militaire où sont entraînés les Masques et où vit l'impératrice. Et donc elle va se retrouver esclave de l'impératrice qui est une horrible femme, et en même temps elle va être un petit peu un agent double qui va devoir fournir des informations à la résistance. J'espère vous avoir pas trop perdu, mais bon, c'est le résumé le plus court que j'ai essayé de faire. Je vais être honnête, j'ai eu un petit peu de mal pour entrer dans l'histoire, il a fallu que j'attende les 100 premières pages. Je pense pas que ce soit une question de personnages, d'intrigue, mais plus de décor et d'univers. Il me manquait un petit peu plus de matière de ce côté-là pour que je sois pleinement à fond dans l'histoire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un large panorama de personnages. Ils ont tous une particularité et un caractère différent, donc ça c'était pas mal, assez intéressant. On a deux personnages principaux qui sont bien construits, qui sont très intéressants. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment une méchante qui rigole pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle apparaissait dans une scène, limite, on retenait sa respiration pendant la lecture. Ah oui, et un détail dont je voulais vous parler, c'est que j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu avant, un sorte de quatuor amoureux. Alors vous savez à quel point j'aime les triangles amoureux, n'est-ce pas? J'ai un petit peu tiqué quand j'ai vu ça, mais finalement, c'était assez bien fait et ça prenait pas le pas sur l'intrigue principale, donc c'est parfait. Donc je vous conseille de lire Une braise sous la cendre si vous voulez vraiment découvrir un univers assez original, bourré d'action, et en tout cas moi j'ai hâte de lire le deuxième tome. Pour la seconde lecture, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus délicat, léger et je dirais aussi résonnant qu'une note de musique parce que je vais vous parler du roman Un funambule sur le sable de Gilles Marchand aux éditions Aux Forges du Vulcain. Dans ce roman, on va raconter un large pan de vie d'un garçon qui va naître avec un violon dans la tête. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit un violon dans la tête. Ça paraît surprenant, en tout cas ça l'a été pour moi quand j'ai commencé à lire ce livre. Et durant les premières pages, je me suis vraiment posé la question de la signification de ce violon. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire que c'était un garçon naïf, rêveur, fou, ou simplement qu'il avait un instrument de musique logé dans sa boîte crânienne? Eh bien, sans vous spoiler, je peux vous dire que la réponse, eh bien, c'était la dernière option. Je trouve que c'est vraiment étonnant d'avoir choisi cette manière-là pour illustrer la différence et je trouve qu'à partir du moment où on y croit, il y a tout de suite quelque chose de léger et de poétique qui se dégage de ce roman. En tout cas, moi, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très touchante. J'ai adoré suivre voilà l'aventure de Stradi qui est le surnom de ce jeune garçon qui est d'ailleurs un surnom que je trouve trop mignon parce que ce qui est intéressant c'est que à chacune de ces émotions importantes ou ces expériences qu'il va vivre, ça va se retranscrire dans son corps et son violon va se mettre à faire de la musique, à résonner tout seul. Donc je trouvais que c'était... Il y avait un côté voilà un petit peu magique, insouciant et super touchant, émouvant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension-là
assez délicate va se retranscrire dans le texte en lui-même. En tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue parce que quand je lisais le roman, parfois j'avais presque l'impression dans le style, dans la manière dont c'était écrit, d'entendre un petit peu le violon stradi et la musique en elle-même. Je vous conseille vraiment de lire Un funambule sur le sable si vous êtes un passionné de musique ou si vous avez envie de découvrir une histoire simple, délicate et musicale. Le prochain roman dont je vais vous parler évoque aussi la différence mais d'une autre manière. C'est un roman historique, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, de Anthony Doerr aux éditions Albin Michel. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et on va voir cette guerre au travers des yeux de deux adolescents, enfin tout d'abord deux jeunes enfants qui ensuite deviendront deux jeunes adultes. On a d'abord Marie-Laure qui est une jeune fille aveugle qui vit à Paris avec son père et elle va devoir fuir la ville avec son père pour aller vers la mer. Et de l'autre on a Werner qui est un garçon qui vit en Allemagne cette fois, qui est passionné par la radio et par tout le mécanisme qui entoure cet engin et il va devoir quitter son orphelinat, sa petite sœur, pour devenir un soldat d'Hitler. Dans la narration, leurs deux points de vue s'entrecroisent et en même temps, on va les voir tous les deux être submergés par la peur, par l'angoisse, par cette guerre qui les force à se débrouiller tout seuls et à grandir un petit peu trop vite. C'est vrai que j'ai aimé l'histoire de ces personnages sur leur péripéties, mais il y a eu pas mal de longueur. C'est vrai que j'ai pas mal décroché durant ma lecture et qu'en parallèle de l'intrigue principale, on a une sorte d'intrigue policière et j'ai pas trop compris son utilité et qu'est-ce qu'elle avait à faire là. Et au moment où on a envie que le temps ralentisse, qu'on ait un peu plus de description, et ben ça n'a pas été fait. Donc c'est vrai que j'ai été assez déçue de ce côté-là. C'est vraiment une lecture, je dirais, en demi-teinte parce que je réalise que finalement, je me suis pas réellement attachée aux personnages, à leur histoire et que même si j'ai aimé suivre leur aventure, j'ai pas du tout été attachée ou emportée pleinement dans le roman. On termine avec de la science-fiction et un deuxième tome. J'avais déjà lu le premier tome qui m'avait conquise parce que j'avais été séduite par l'expérience de lecture assez inédite qu'il proposait. Et donc j'ai retenté, on va dire, le coup avec Illuminae le tome 2, le dossier Gemina, d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Cette fois-ci on ne se retrouve pas dans un vaisseau mais sur la station spatiale d'Emdal. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, c'était horrible la manière dont je l'ai dite, mais bon c'est pas grave. Et on va suivre deux ados qui sont Nick et Anna qui vont devoir se cacher et fuir, du moins éviter une bande de gars armés qui ont envahi le vaisseau un soir de fête et ont terrorisé et séquestré toute la population de la station. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, que j'ai surtout remarqué dans ce deuxième tome, qui était peut-être présent un petit peu dans le premier mais que j'ai surtout vu dans celui-ci, c'est qu'on retrouve pas mal de clichés du roman ado, c'est-à-dire qu'on va avoir un triangle amoureux, une romance à la Roméo et Juliette et le personnage du faux bad boy, sauf que c'était assez bien construit, assez bien exploité, de fait que ça ne prenait pas du tout le pas sur l'intrigue principale. Le seul truc que j'aurais un petit peu à reprocher, c'est son héroïne, Anna, qui est certes l'héroïne féminine super badass, mais parfois je trouvais que c'était un petit peu trop. Il y avait des situations dans lesquelles elle se trouvait, c'était tellement improbable, impossible, et surtout qu'à chaque fois tu te dis non mais c'est pas possible, la pauvre fille elle a pas de chance, ça va jamais s'en sortir. Et bien, telle Wonder Woman, sans super pouvoir, elle arrivait toujours à s'en sortir. Et parfois, je trouvais que c'était un petit peu too much et que ça virait un petit peu à l'absurde. En tout cas, on reste comme dans le premier, dans une histoire où il y a énormément d'action, beaucoup de péripéties qui s'enchaînent presque tout le long du roman. Ça pète un petit peu partout, on en prend plein les yeux. De ce côté-là, en termes d'action, d'intrigue, il n'y a rien à dire. Et ce qui est aussi super sympa, c'est que l'univers s'enrichit et il y a de nouveaux éléments de la science-fiction qui viennent s'introduire à l'intrigue et je trouvais que c'était bien joué. En conclusion, je ne peux que vous conseiller de découvrir la saga Illuminae. De mon côté, j'ai super hâte de lire le troisième tome. Je sais même pas du tout quand il sort, mais je vais me renseigner à ce sujet-là. Et pourquoi vous devriez lire Illuminae? Parce qu'on a un univers qui se passe dans l'espace qui est super bien construit, super bien enrichi. On a beaucoup d'action et un peu un sorte de huis clos parce qu'à chaque fois ça se passe dans des vaisseaux ou dans une station et donc on peut pas vraiment s'échapper. Donc il y a vraiment un côté haletant de ce fait là. Et enfin, j'ai oublié mon dernier argument. Ah oui, et enfin on a une expérience de lecture
hyper inédites. Enfin moi j'avais jamais lu des romans comme ça avant Illuminae et je trouve que c'est super sympa. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez envie d'avoir des chroniques un petit peu plus détaillées sur ces lectures, vous pouvez les retrouver sur le blog. Le lien est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez lu l'un de ces 4 livres, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt. Bye.